défis à relever pour atteindre un équilibre glycémique satisfaisant. Et ce défi, on en avait parlé tout à l'heure, c'est justement le fait qu'il y ait des hypoglycémies. Bien sûr, les patients ont peur d'hypoglycémie. Vous voyez dans la slide à gauche, ce sont les patients, qu'ils soient diabétiques de type 1 ou diabétiques de type 2, lorsqu'ils ont expérimenté une hypoglycémie, ils vont d'eux-mêmes réduire les doses. Et pour les diabétiques de type 2, parfois même ils abandonnent le traitement. Est-ce que c'est la faute seulement des malades? Eh bien, nous aussi, parce qu'on n'est pas très à l'aise et qu'on est angoissé en face de malades, on va transmettre cette angoisse. Et les médecins aussi vont répondre que j'aurais été plus agressif et j'aurais vraiment atteint la cible souhaitée chez mon patient s'il n'y avait pas ce souci d'hypoglycémie. Et comme il y a ce souci d'hypoglycémie, regardez que ce soit des spécialistes ou des omnipraticiens, on est tous en train de penser, voilà, ça c'est un frein pour moi, l'hypoglycémie, pour atteindre les objectifs chez mon patient. Et beaucoup d'études, on en a choisi une seule, montrent bien justement que les hypoglycémies sévères, que ce soit dans le diabète de type 1 ou de type 2, regardez tout ce qui est en foncé, en clair le 2,1%, c'est lorsqu'on a investigué des patients et on leur a demandé en rétrospective combien d'hypoglycémie vous avez fait. Alors il y avait 2,1% de patients qui ont répondu oui, on a fait des hypoglycémies quand ils étaient diabétiques de type 1, contre 0,9% quand ils étaient diabétiques de type 2, des hypoglycémies sévères. Mais lorsqu'on leur demande ça, mais en prospective, c'est-à-dire ils ont été suivis un mois et on a suivi ces malades, vous voyez que le taux augmente. Moralité, quand vous recevez vos malades à la consultation, peut-être que vous les voyez chaque 3 mois, parfois peut-être un peu plus, et que vous leur demandez est-ce que vous avez fait des hypoglycémies, ben, ils en ont oublié quelques hypoglycémies qui n'étaient pas très sévères. Donc c'est important de faire aussi les cycles glycémiques. Malheureusement, les CGM, on ne les a pas, sinon ça nous aurait beaucoup aidé. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre les CGM puisqu'ils ne sont pas remboursés. Les conséquences de l'hypoglycémie, mon collègue vous a parlé de l'hyperglycémie, mais l'hypoglycémie est aussi dangereuse que l'hyperglycémie. Donc vous voyez qu'il va y avoir des déséquilibres de pas mal d'organes au niveau du cerveau. Enfin, vous avez vu, vos malades, quand ils font des hypoglycémies répétées, eh ben, à la longue, ils ont des problèmes de dysfonction cognitive. Ils peuvent même aller, bien sûr, au coma, à des effets psychologiques, etc. L'éviction de travail, s'il a un certain métier, il ne peut pas vraiment poursuivre ce métier parce qu'il fait des hypoglycémies fréquentes. Il peut faire aussi des chutes, s'il fait une hypoglycémie, pour peu qu'il soit âgé, il peut faire une fracture, et ça peut être aussi un drame, si c'est par exemple une fracture de fémur. Pour le cœur, on sait très bien que ce matin, on a vu que les diabétiques, il nous a bien dit, notre ami néphrologue, que les diabétiques mouraient de leur cœur. Et finalement, quand il y a des hypoglycémies, pour peu que le malade a déjà un cœur fragile, eh ben, cette hypoglycémie peut l'emporter, il peut mourir d'infarcte ou d'arythmie. Et aussi, comme les hyperglycémies, les hypoglycémies aussi entraînent des troubles de l'inflammation, des anomalies de la coagulation, de la dysfonction endothéliale, et donc chose qui n'est pas simple pour nos patients. Et n'oublions pas la variabilité glycémique. Quand il y a une variabilité glycémique, c'est un facteur délétère, et l'hypoglycémie est vraiment très liée à cette variabilité glycémique. On a une variabilité glycémique, on a des hypos, on a des hyper, et puis on a des événements cardiovasculaires entre autres. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont vraiment commenté les risques de cette variabilité glycémique, donc vous avez ici quelques exemples de documents. Et qu'en est-il de la variabilité glycémique et de l'augmentation donc des hypoglycémies et de la glycémie à jeun? Eh bien, dans des études, et dans beaucoup d'études, on a vu que plus vous avez une augmentation de la glycémie à jeun, et plus vous aurez un risque donc de variabilité, et plus vous aurez des hypoglycémies. Donc, variabilité glycémique, plus d'hypoglycémie à jeun, et donc c'est délétère pour les patients qui soient diabétiques de type 1 ou diabétiques de type 2. Donc, que nous rapportent ces diagrammes? Quand il y a une variabilité qui est modérée, regardez, vous avez moins d'hypoglycémie, mais dès que la variabilité augmente, vous aurez plus d'hypoglycémie. Donc, agir sur la variabilité glycémique, c'est un outil pour avoir moins d'hypoglycémie. Parce que le patient qui a une variabilité glycémique, il aura plus d'hypoglycémie qu'un patient qui n'a pas de variabilité glycémique. Et justement,
aussi bien la glycémie postprandiale, le docteur Alain nous a bien expliqué qu'il y avait donc un impact sur le cœur, cette hyperglycémie postprandiale était délétère sur le cardiovasculaire, et bien aussi l'augmentation de la variabilité glycémique à jeun va augmenter le risque d'hypoglycémie d'un côté, mais aussi des MACE et de la mortalité, toutes causes confondues. Et dans cette belle étude, l'étude d'Ewood, c'est une grande étude dont on va parler tout à l'heure, regardez que lorsque vous avez des hypoglycémies sévères, plus l'hypoglycémie est fréquente, et plus les MACE sont importants, et plus la mortalité de toute cause est importante. Donc il faut agir à la base, c'est-à-dire il faut éviter ces hypoglycémies, et surtout les hypoglycémies sévères. C'est les événements cardiovasculaires majeurs. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, on se dit, mais finalement, on a besoin de l'innovation. Parce que c'est vrai que nous avons des thérapeutiques, nous avons des insulines, mais justement, l'insuline, c'est pratiquement une hormone qui est très hypoglycémiante. Mais il y a le risque d'hypoglycémie. L'intérêt de développer des nouvelles insulines, moi je me dis toujours quand même le diabétique a beaucoup de chance, parce que je crois que c'est la pathologie où on a le plus innové, dans les thérapeutiques dans tous les cas, et même dans la façon, dans le mode de suivi, dans les outils de suivi des patients. Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait avoir, c'est contrôler nos patients tout en étant efficace, administrer une seule fois par jour, ça veut dire que ce sera plus pratique, ce sera moins astreignant, une insuline qui va donner un moindre risque d'hypoglycémie, et aussi penser à la flexibilité de l'horaire d'injection. Parce que les malades peuvent oublier son injection, donc quand c'est une molécule où vous avez cette notion de flexibilité, c'est intéressant pour le patient. Et donc cette molécule va être efficace, elle va avoir un profil plat pour qu'il y ait moins d'hypoglycémie, il ne va pas y avoir de variabilité, ou très peu de variabilité, et surtout, elle va nous couvrir 24 heures, et parfois plus. Bien sûr, il y a eu des avancées technologiques. On est passé, donc, vous voyez, des insulines, des préparations d'insuline animale à l'AMPH. Ceux qui ont mon âge connaissent très bien l'AMPH. Nous avons fait pas mal de services parce qu'il n'y avait que ça. On a travaillé avec ça. Puis sont venus les analogues de première génération de l'insuline, donc l'insuline de l'argile du sang, puis l'insuline des témires. Et enfin, la nouveauté, ce sont donc les analogues ultra longues, les nouveaux analogues qui sont donc l'insuline degludec et l'argine U300. Et vous voyez donc dans la première ligne, les demi-vies, ben là aussi on s'est amélioré puisque la demi-vie s'est prolongée. Donc on a des insulines qui vont durer plus longtemps et la variabilité qui était importante avec la MPH, donc les anciennes insulines, est passée à une moindre variabilité pour les analogues de première génération pour avoir une variabilité quand même plus faible avec les analogues de nouvelle génération. Alors, je vous présente donc l'insuline Tresiba. C'est un analogue donc, de deuxième génération des laboratoires Novo Nordisk. C'est vraiment une innovation thérapeutique. Cette insuline, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé un acide aminé, on l'a remplacé par un acide gras, et ça va conférer donc des propriétés pharmacocinétiques intéressantes que je vais partager une petite vidéo très courte qui va vous expliquer justement les propriétés de Tresiba, donc pharmacocinétique, du fait de cette substitution de cet acide aminé par un acide gras en position B30. Alors vous avez, c'est la formule donc, chimique de l'insuline. Ici, lorsque elle est injectée, donc vous avez des 10 hexamères d'insuline. Et grâce donc à, je vous ai dit, cet acide gras qui a été mis en B30, il va y avoir une association pour donner une longue chaîne. Regardez, vous voyez, ils vont se coller les uns aux autres et vous aurez une longue chaîne. Donc après l'injection, donc quand on a injecté notre tissu dans le tissu sous-cutané, pour avoir des multi-hexamères. Vous voyez tous les traits que vous voyez, c'est des longues chaînes d'insuline, des multi-hexamères. Puis
Ces multi-hexamères vont libérer progressivement l'insuline en monomère et donc satisfaire les besoins du patient. Et ça va passer progressivement dans la circulation sanguine. Elle sera captée donc par le récepteur et donc l'action de l'insuline va se faire dans les différents tissus. Et les actines, ce qui déclenche les modifications cellulaires favorisant l'absorption et l'utilisation du glucose. Donc c'était juste vous montrer un petit peu la pharmacocinétique de la molécule. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qu'on avait vu. On injecte, c'est des hexamères, puis ça formera une longue chaîne qui va progressivement libérer les particules. S'il vous plaît. J'ai passé. Voilà. Donc, quel est l'avantage sur le plan pratique de cette pharmacocinétique? Donc, vous voyez ici à droite que vraiment vous avez un profil d'action qui est très plat. Donc, ça évite la variabilité. Et puis, à gauche, dans le cadran de gauche, vous avez la demi-vie. On a comparé donc la demi-vie de l'insuline dégludex à l'insuline glargine du sang. Donc, que ce soit la dose de 0,4 ou plus, 0,6, 0,8, au final, vous avez quand même une demi-vie qui est le double. Vous avez plus de 25 heures pour la dégludex, contre 12 heures pour la glargine du sang. Et il faut savoir qu'elle atteint l'état d'équilibre en 2 ou 3 jours. Alors, le souci des praticiens, il y avait des praticiens qui posaient la question, mais j'injecte ça, ça va faire une chaîne, est-ce qu'il n'y aura pas de l'accumulation si j'injecte tous les jours? Eh bien non, parce que regardez, il faut attendre 2 à 3 jours pour avoir un état d'équilibre, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? J'injecte ma première dose, j'injecte 10 unités. Elle passe, elle est dans le tissu sous-cutané. Pour les 10 unités, la moitié est utilisée et la moitié reste en sous-cutané. Et ça va ainsi de suite. Pour J2, regardez, c'est les 5 unités restantes plus les 10 unités que j'injecte le lendemain. Donc ça fait 15 unités. La moitié sera utilisée et la moitié va rester en sous-cutané. Et ainsi de suite. Au final, au bout de pratiquement 3-4 jours, vous êtes au steady state et vous avez vos 10 unités. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'accumulation. Donc l'élimination de toute insuline suit une cinétique de premier ordre, il n'y a pas du tout d'accumulation, donc le praticien n'a pas à s'inquiéter. Alors si on voit un petit peu ce qui se passe au niveau de la variabilité, vous avez vu vraiment c'était un tracé plat, et bien avec la dégludex à 0,4 unité dans cette étude comparée à la glargine à 0,800 à 0,4 unité, vous avez vu c'est un petit nombre de patients, je viens de dire c'est un petit nombre de patients. Pourquoi? Parce que c'est des études de cloque glycémique, donc c'est des études où on ne prend pas beaucoup de malades. Et ça a été fait donc par le professeur Reis, qui est très, très connu en matière de pharmacodynamique, d'études pharmacodynamiques des insulines. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? Que pour le schéma de gauche, vous voyez que c'est quand même pas variable comparativement à droite, où au fur et à mesure où on atteint les 24 heures, il y a une variabilité de la cinétique de l'insuline. Alors, on a fait la même chose dans ces études de clan avec l'insuline dégludex. Cette fois-ci comparée à l'insuline glargine Q300, avec un nombre quand même assez important pour des études de clan, 57 patients, c'est beaucoup de patients. Et vous voyez, donc regardez, le schéma parle de lui-même, vous avez vraiment une faible variabilité à gauche contre une variabilité plus importante à droite sur les 24 heures. Alors là, c'est la variabilité day-to-day, c'est-à-dire d'un jour à l'autre. C'est la même chose. Si on prend la dégludex versus glargine Q100 ou versus glargine Q300, vous avez la dégludex en blanc, vous avez la glargine Q300 en gris et l'autre la Q100 en vert. Donc vous voyez pareil, on est quand même en bleu dans une variabilité très faible comparativement aux deux autres insulines, glargine Q100 et glargine Q300, dans ces études de clan qui ont été pratiquées par le professeur Weiss. Après, il y a une aussi caractéristique très intéressante de cette nouvelle insuline, c'est qu'elle n'est pas affectée ni avec l'âge, donc utilisée en toute sécurité chez les patients âgés
plus de 65 ans et plus. Chez les sujets jeunes, et on va voir même chez l'enfant, ça a été des études. La fonction rénale aussi, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser quelle que soit la fonction rénale. La fonction hépatique, pareil, vous pouvez l'utiliser quelle que soit l'atteinte de la fonction hépatique. Alors, chez les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1, alors vous avez ici un résumé de l'étude chez les diabétiques de type 1. Vous avez donc ici sur l'hémoglobine glyquée des patients qui ont été mis sous des gludecs une fois par jour et aspart, ou bien d'étémir et aspart. C'est quand même un peu mieux pour l'hémoglobine glyquée, mais à la fin de l'étude, ça se rejoint. Pour la glycémie à jeun, vous voyez que c'est mieux avec la dégludec. Les hypoglycémies, il y en a moins 11%, mais ça reste pas significatif. Et les hyperglycémies et les cétoses, il y en a beaucoup moins. Et je ne sais pas s'il y a des pédiatres parmi nous, les cétoses chez l'enfant, c'est très compliqué. Moi, sincèrement, en tant que diabétologue, je m'occupe de l'adulte, mais la cétose de l'enfant, nous, on ne la prend pas en charge dans le service. C'est très compliqué. L'enfant, le petit, hein, c'est difficile de gérer une cétose. C'est même pas le même schéma qu'on fait chez l'adulte. Donc ici, on a un gain, puisqu'on gagne moins d'acidocétose. Il y a aussi une très belle étude qui a été faite, multicentrique, multinationale, et cette fois-ci chez la femme enceinte, qui a comparé donc un bras, plus de 200 patients avec des gludecs, comparativement à la détémine, pour voir un petit peu l'impact sur l'hémoglobine glyquée au moment et avant la délivrance, et aussi si est-ce qu'il y a plus de malformations, est-ce qu'il y a plus d'événements chez le nouveau-né pour celles qui ont utilisé la dégludec. Eh bien, pas du tout. En conclusion, diabétique de type 1, sous dégludec, eh bien, les dégludecs n'étaient pas inférieurs à la détémine, et donc on peut l'utiliser en toute sécurité chez la femme enceinte. Il n'y a pas de problème, vu cette étude qui nous sécurise. Alors, je vous ai dit, cette étude, elle est très importante. C'est une étude qui voulait prouver la safety du dégludec sur le plan donc, cardiovasculaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat de cette étude? On a comparé l'insuline Tresiba à la glargine U100. Eh bien, à la fin de l'étude, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que pour les hypoglycémies sévères, il y avait 40% de moins d'hypoglycémie avec la dégludec comparativement à la glargine U100. Et les hypoglycémies nocturnes sévères, et c'est ça qui fait très peur, c'est les hypoglycémies nocturnes. Parce que le malade dort, c'est toujours la hantise. D'ailleurs, moi j'ai des patients qui me disent quand il est à 1,40 en allant dormir, et ben, il va encore manger parce qu'il a peur de faire une hypoglycémie la nuit. Donc ça fait vraiment peur l'hypoglycémie nocturne. Et bien là, quand même, on a eu un peu plus que la moitié, 54% de moins de réduction de ces hypoglycémies nocturnes sévères chez les patients qui étaient traités donc, par l'insuline principale comparativement à ceux qui ont eu la glargine. Après, on revient à la flexibilité. Combien de malades oublient leur insuline? Quand vous leur demandez, ils vont vous dire j'ai oublié de l'injecter une fois, deux fois. Parfois même des diabétiques de type 1, ils omettent une ou deux injections d'insuline. Eh bien, ici, avec cette insuline-là, s'il oublie, il peut l'injecter à tout moment, à condition de laisser entre les deux insulines 8 heures de temps. Et on a vu que pour les malades donc, qui n'ont pas qui ont oublié, il y a eu cette flexibilité qui a impacté positivement, puisqu'il n'y a pas eu plus d'hypoglycémie, ni ça a déteint sur l'hémoglobine glyquée. Mais souvenez-vous, il faut quand même 8 heures entre deux injections lorsqu'il y a un oubli. Alors, en pratique, on est praticien, on veut bien voir ce qui se passe dans la vraie vie ou avec nos malades. Ici, vous avez tout un panel d'essais cliniques, je ne vais pas détailler, regardez, qui ont démontré donc, le bénéfice sur l'hémoglobine glyquée, sur la glycémie à jeun, parce que c'est quand même important d'avoir des glycémies à jeun objectives. Quand il y a une variabilité, il y a plus d'hypoglycémie, attention. Et puis, sur l'hypoglycémie, eh bien, regardez, lorsqu'on a comparé dans ces essais l'insuline Tresiba avec la glargine U100, on a vu qu'il y avait un bénéfice en faveur de l'insuline dégludec comparativement à la glargine U100. On a pris juste une étude, c'est l'étude Switch 2, il y a quand même plus de 700 patients qui a été dédiée chez les diabétiques de type 2, qui a duré 26 semaines.
Et puis, donc, on a pris 2 bras, un nombre de patients égal, caractéristiques de malades égales. On les a mis donc sous des gludettes plus ou moins, une fois par jour, plus ou moins aldéo. L'autre groupe, glargine 800, plus ou moins aldéo. Et puis, on a switché. Il y avait bien sûr une période de titration et une période de maintenance de 16 semaines. Quels étaient les résultats? En termes d'équilibre glycémique, d'hémoglobine glyquée, on était pareil. Les 2 insulines avaient fait pareil pour l'hémoglobine glyquée. Maintenant, l'intérêt, c'était au niveau des hypoglycémies. Donc, regardez que pour les hypoglycémies sévères, il y avait numéralement 46% de moins d'hypoglycémies sévères, mais ça ne restait pas significatif. Ce qui était significatif, c'est pour l'ensemble des hypoglycémies symptomatiques, puisque ça atteint la significativité avec un P inférieur à 0,001, et puis aussi les hypoglycémies symptomatiques nocturnes, puisque le P aussi était significatif. Il y a aussi 2 études intéressantes dont nous allons parler brièvement. Il y a l'étude Conclude. L'étude Conclude a intéressé la dégludec, mais pas à 100, à 200 unités par millilitre, et comparé à la glargine U300. Dans cette étude, donc, on a inclus des patients qui avaient déjà de l'insuline, et c'était des patients qui avaient fait, pour être inclus, au moins un épisode d'hypoglycémie sévère 1 an avant l'inclusion, ou bien dans le mois, un épisode d'hypoglycémie. Donc c'est vraiment des patients à haut risque d'hypoglycémie. Et ces patients-là donc ont été randomisés, et malheureusement dans cette étude Conclude, on a eu un petit souci avec les lecteurs, puisque à un moment on s'est rendu compte que les lecteurs surestimaient la glycémie. Donc on a changé le lecteur, et ce qui fait que l'étude, au lieu de durer 52 semaines, elle a duré 88 semaines. Mais l'important, les résultats, quels étaient les résultats de cette étude? Eh bien, dans cette étude, on a vu que concernant l'ensemble des hypoglycémies et les hypoglycémies nocturnes, les hypoglycémies sévères, il y en avait beaucoup moins dans le bras qui était sous des gludettes. Pour l'étude de Bright aussi, c'est une étude concernant des patients, cette fois-ci naïfs à l'insuline, ce n'est pas des malades qui avaient de l'insuline. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'étude Bright? On a vu qu'en matière d'insuline, en tout cas dans les 2 études, on a utilisé moins d'insuline en dose pour la dégludec comparativement à l'insuline glargine, 300. Et en matière d'hypoglycémie, donc on en a parlé, dans l'étude Bright, c'est vrai qu'à la période de titration, il y avait moins d'hypoglycémie avec l'insuline glargine versus dégludec, mais après, si on prend les autres périodes, c'était comparatif. Maintenant, en vie réelle, si vous pouvez me dire, les études cliniques, c'est un peu particulier parce qu'il y a des protocoles, parce que les médecins aussi ont des protocoles, ils vont suivre leurs malades de façon plus rigoureuse. Alors qu'en vie réelle, c'est ce qu'on fait en pratique, c'est pas un essai clinique. Et donc c'est vraiment le reflet de ce que va donner la molécule en vie réelle. Et vous voyez donc là aussi, il y a toute une série d'études de vraie vie, et qui concernent pas mal de pays, que ce soit européens, américains, même asiatiques. Vous voyez, maintenant les Asiatiques travaillent beaucoup, font beaucoup de publications. Et donc toutes ces études sont en faveur justement d'un bon résultat concernant l'insuline dégludec. Je vais vous parler juste d'une seule étude. C'est l'étude confirme. Pourquoi? Parce qu'elle a concerné quand même un nombre conséquent de malades, plus de 4000 malades. C'est une étude qui a inclus des patients qui étaient naïfs à l'insuline pendant au moins 12 mois. Et puis donc vous voyez le design de l'étude. Vous avez pré-initiation, puis une initiation. Et donc le suivi 6 mois après. Donc je ne vous embête pas trop. Je vais passer au résultat de l'étude. Eh bien, l'étude confirme qu'est-ce qu'elle a montré. Elle a montré qu'en termes d'hémoglobine glycée, on a fait un peu mieux avec la dégludec. Donc on a baissé d'1,5 comparativement à 1,2. Et en matière d'hypoglycémie, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, il y a eu quand même moins d'hypoglycémie en faveur de la dégludec, 30% de moins d'hypoglycémie. Alors, en 2019, la Haute Autorité de Santé a émis ce papier précisant que
Tresiba, que la commission donc, a estimé que Tresiba apporte une amélioration du service médical rendu en termes de tolérance par rapport à l'insuline glargine U100 chez les patients, donc DT1 et DT2 à risque d'hypoglycémie. Ensuite, Tresiba est indiqué dans le traitement du diabète de l'adulte, oui, on le sait, de l'adolescent et aussi de l'enfant à partir de l'âge de 1 an. Il faut savoir aussi qu'il faut réduire la dose de 20% comparativement à la dose précédente d'insuline basale et donc après ajuster les doses. Si on passe d'une insuline basale administrée à 2 fois et on va passer à Tresiba, vous allez réduire de 20%.